Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 mars 2023 et je continue ma petite balade à l'intérieur de ce monument, de ce petit chef-d'œuvre, voilà, de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Comment l'idée d'humanité s'est développée dans l'esprit de l'humanité, justement. Voilà, à l'époque où nous fonctionnions en petits clans, en petites tribus, voilà, on n'avait pas cette vision universelle. Elle est montée progressivement en suivant les progrès de l'humanité entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Voilà, il y a eu tout un tas de progressions qui ont conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors évidemment, nous n'avons pas atteint notre perfection, notre allure de croisière, on pourrait dire. On est encore dans un état de construction et on construit de façon inconsciente. Voilà. Ces lectures sont en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est justement un fonctionnement universel, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité, l'entraide. Voilà, l'évolution vers un principe de progrès qui soit fraternel, basé sur l'entraide, sur l'empathie, sur le respect mutuel, etc. Et c'est ce vers quoi nous allons. Alors pour l'instant, nous sommes encore archaïques un peu. Hein. Nous ne savons d'ailleurs pas ce que nous construisons. Nous le construisons intuitivement, sans savoir réellement que nous construisons cette perfection. On n'a pas encore pris conscience de notre sens, de notre but, de notre finalité, en somme. Mais c'est quelque chose qui va être, qui est proche. Nous ne sommes pas loin de cette prise de conscience. Et évidemment, cet état de perfection, ça concerne les siècles à venir. On voit bien qu'il va falloir encore faire évoluer cette humanité, apprendre à l'homme à ne plus être un loup pour l'homme, continuer à lui apprendre à respecter autrui. On a déjà beaucoup progressé dans la vision de l'autre, dans le respect de la nature, dans le respect des autres formes d'existence, etc. Et on voit que là, on est rentré dans une accélération de ce processus. Alors, et en plus, on a construit le siècle dernier, la moitié du dernier siècle dernier, on a constitué, l'humanité a constitué les grandes organisations mondiales. Donc, pour fonctionner mondialement, c'est déjà constitué. Ça fonctionne mal, c'est mal utilisé, c'est squatté par des systèmes dominants, c'est injuste, etc. Mais tout ça, c'est un moment. C'est à chaque fois qu'une chose est inventée, dans n'importe quel domaine, nous inventons il y a un progrès qui arrive, et puis il faut un temps pour qu'il devienne vraiment parfait, quoi, pour qu'il trouve son allure de croisière. On le voit pour l'aviation, les premières formes d'aviation, elles étaient branlantes, voilà, les gens, c'était les grands courageux de l'époque qui ont essuyé les plâtres, qui ont eu jusqu'à ce que, voilà, au début, ils faisaient 100 mètres, puis 500, puis 1 kilomètre, puis ils ont traversé la Manche, puis etc., etc., jusqu'à arriver
à l'aviation que nous connaissons aujourd'hui et on n'a plus du tout le même rapport avec l'aviation. C'est devenu un instrument utilitaire. Voilà, à l'époque, c'était une sorte de jeu, c'était un challenge, etc. Et là, c'est pareil pour l'ONU. On a créé l'ONU, mais maintenant, il va falloir que l'ONU évolue vers son ultime perfection, vers sa grande perfection. Et alors, toutes les structures ont été faites. La IEA pour l'énergie atomique mondiale, la FIDA pour le fonds du développement agricole, l'OACI, l'aviation civile, l'Organisation mondiale pour l'organisation civile, l'Organisation mondiale maritime. Pareil pour la météo, la Banque mondiale, la FAO pour l'alimentation et l'agriculture. Donc l'OIT pour le travail, l'OMT pour le tourisme, l'UNESCO pour la préservation du patrimoine, etc., etc. Donc toutes ces structures sont déjà construites. Et c'est pas rien. Ça veut dire que nous entrons dans la possibilité d'aller vers un fonctionnement universel. Et sur la mécanique universelle, je démontre bien toutes les preuves, toutes les preuves qui montrent que nous allons vers cela. On est parti d'un petit clan quand nous étions des primates naturels. Plusieurs clans se sont disséminés, puis c'est devenu des petites tribus, puis plusieurs tribus se sont réunies, c'est devenu des cités, puis plusieurs cités se sont réunies, c'est devenu des pays, puis les pays ont accueilli d'autres cultures, au lieu de rester sur quelque chose d'ethnique, c'est devenu beaucoup plus universaliste et c'est devenu des nations. Donc la nation qui accueille plusieurs religions, plusieurs ethnies, plusieurs philosophies, plusieurs façons de penser. Donc autour d'une nation, c'est plus fédérateur. On monte vers de plus en plus de fédérations en fait. Et là, on passe au niveau européen, par exemple, en France, au niveau africain en Afrique, au niveau américain en Amérique, au niveau asiatique en Asie. Donc on commence à fonctionner de façon continentale. Et évidemment, comme on a construit les structures pour fonctionner universellement, on va vers ce fonctionnement universel. Là, il n'y a pas, voilà, c'est notre avenir. Et donc, René Jean Dupuy démontre bien cette vision de l'humanité. Voilà. Alors, je continue à lire, je découvre en même temps que je lis, et je commente si je trouve que c'est pertinent. Alors, si vous aimez le contenu de cette chaîne, si vous connaissez un petit peu, si ces propos vous intéressent, si vous pensez qu'ils sont dignes d'être diffusés un peu plus largement, je vous propose de mettre des pouces, ça fait avancer la visibilité sur YouTube, de vous abonner à la chaîne, et puis de disperser ces idées qui sont universelles, ça appartient à l'humanité en fait. C'est la façon dont je travaille et je pense ce travail. Voilà. Alors, on y va. On est arrivé ici. Je commence à lire. L'humanité promise par l'histoire. Le devenir et la certitude du XIXe siècle. Le devenir et la certitude, c'est-à-dire que l'avenir, la réflexion sur l'avenir, la confiance en l'avenir au XIXe siècle, ça a été quelque chose de très important. On l'a vu juste un peu avant avec
ben, les Fourier, etc. Et puis euh, Auguste Comte, Saint-Simon, Ernest Renan, etc. Toute cette partie des, des penseurs qui étaient dans l'optimisme. Il y avait le progrès qui était très intense en Occident et qui se répandait dans le monde, hein, voilà, avec la colonisation, avec voilà, cette vision un peu universaliste, elle était présente. Et elle était bienveillante pour la plupart du temps, justement. Malheureusement, ceux qui sont partis faire la colonisation, ils n'ont pas embarqué avec eux la philosophie universaliste, bienveillante, respectueuse d'autrui. Ils ont laissé le pouvoir aux abuseurs, à ceux qui voulaient coloniser en dominant et en se servant d'esclaves avec les autochtones, les gens qui vivaient sur place. Donc, mais on était psychiquement, l'humanité n'était pas apte, mais n'importe où sur la planète, hein, on n'était pas apte à des rencontres égalitaires, des rencontres fraternelles. C'était pas possible encore mentalement. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais en tout cas, c'était cette idée-là. Alors le devenir et la certitude du 19e siècle. Il y a cette vision optimiste dans le progrès et dans le fait que l'humanité va quelque part, va vers le mieux, il y a quelque chose qui évolue vers ça. Et puis, le XXe siècle, il a perdu après Auschwitz, après la catastrophe qu'on a vécue, la foi dans le progrès a disparu et maintenant on peut recommencer à penser ça. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire, de remettre cette vision du progrès dans la pensée humaine. Et je pense que ça va se développer, on va repartir dans cette vision-là. Et de façon un peu, voilà, un peu meilleure. Et l'évolution de l'humanité, elle est toujours comme ça. Il y a des moments, elle évolue, ça va très vite, et puis il y a une stagnation, il y a un peu de régression parce que ça va trop vite, et ensuite ça repart. Voilà, c'est le, la montée, elle est toujours progressive, mais il y a des paliers, voilà. C'est pas linéaire, totalement linéaire, parce que nous ne sommes que des hommes et nous évoluons de façon inconsciente, c'est-à-dire à l'aide de l'antagonisme, comme on le voit, de la guerre, de la violence, de la destruction, de la domination, tout ce qui est en train qu'on est encore en train de vivre, mais qui est destiné à être dépassé, quoi qu'il arrive. Là, c'est l'archaïsme encore qui prédomine dans cette vision, mais voilà, les générations Greta Thunberg et compagnie va prendre le pouvoir, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, la loi des 3 états de Comte assigne une direction. Donc il y a une direction dans l'évolution, celle de la progression de l'humanité. Alors cet ouvrage, il a été écrit en 1991, juste un peu avant la mort de René Jean Dupuy. Et voilà, je le remercie d'avoir écrit cet ouvrage et que je sois tombé sur cet ouvrage aujourd'hui et qui me donne l'impulsion de continuer ces vidéos justement où j'étais un peu dans quelque chose de stagnant et j'ai trouvé cet ouvrage il y a 3 jours dans un vide-grenier et voilà, c'était exactement ce qu'il fallait. Alors, celle de la progression de l'humanité chez Auguste Comte. Se voulant fondateur, alors pourquoi c'est compliqué à... Oh là 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 là. Alors, je suis désolé, on va faire les choses un peu plus... Voilà, comme ça. Voilà.
le fondateur se voulant fondateur de la sociologie. Comte voit dans la montée historique celle des sociétés. Il faut se détacher de ce que nous appellerions aujourd'hui l'histoire événementielle. L'histoire théâtre, celle des héros, des traîtres et des fous, pour s'attacher à une histoire sans nom propre, démarche qui est aussi celle de Michelet, qui annonce déjà celle qui, au siècle suivant, s'épanouira dans l'école des annales. Je ne connais pas tout ça, mais c'est très intéressant et j'espère que ça vous donne envie d'aller chercher à ce niveau-là. Donc, en dépit de son hypostase de l'État, l'historicisme de Hegel débouche sur l'humanisme. Et Hegel, j'avais pas lu Hegel, mais quand j'ai découvert quand j'ai plongé dans cette théorie, après avoir imaginé cette phrase-là, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, en 1999, fin 1999, j'ai été stupéfait par cette phrase-là, j'avais jamais fait de philosophie, j'ai écrit cette phrase de façon intuitive, et à partir de là, j'ai plongé dans l'analyse de cette phrase, et donc ça a donné la mécanique universelle, quoi. En 2-3 ans, j'ai pondu l'œuf était un peu costaud, c'est un œuf d'autruche, mais voilà, j'ai pendu la théorie que vous pouvez lire sur la mécanique universelle. Et en fait, pourquoi je dis ça? Voilà, oui, je lisais de temps en temps des livres de terminale parce que j'arrivais pas à lire de la philosophie classique, lire Hegel dans le texte, c'était pas possible pour moi, ou un philosophe, c'était compliqué, je connaissais pas du tout la philosophie, mon niveau d'études était celui du certificat d'études, donc j'avais aucune, et encore je l'ai pas eu le certificat d'études, donc voilà, j'avais aucune base structurelle pour pouvoir être étudié, lire, me concentrer, comprendre les termes, la terminologie, c'était impossible pour moi. Et donc je lisais un peu de la philosophie à travers des livres de terminale. Et quand j'étais tombé sur un passage de Hegel, j'ai tout de suite compris qu'il avait compris que c'était ça, et ça a été voilà, j'ai compris que cette idée de l'humanité va vers son ultime perfection, elle avait déjà été brassée dans la société, elle était déjà dans le courant de la société. Et après, j'ai vu qu'elle était dans la religion, qu'elle était dans la philosophie depuis longtemps. Et c'est ce que dit justement, c'est ce que révèle là de façon beaucoup plus claire René Jean Dupuy, et avec une façon d'écrire magnifique. Voilà. Donc Hegel débouche sur l'humanisme. Sans doute l'aperçoit-il d'abord à travers le prisme de l'État, conscience sociale parvenue à la conscience d'elle-même. Alors voilà, à cette époque, c'était l'État qui était prédominant, évidemment. Donc je pense que c'était logique que Hegel parle au niveau de l'État. Mais on a évolué. Entre-temps, on est passé de l'État à l'État européen, à l'État, disons, continental, et avec l'idée d'humanité. Maintenant, c'est l'humanité qui est vraiment prépondérante. Et c'est pas pour rien que dans la phrase, c'est l'humanité que j'ai imaginé, l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection. C'était tout de suite l'idée d'humanité qui arrivait en l'an 2000, là. On était passé, voilà, on était rentré dans l'idée du village planétaire, et elle était dans mon esprit. Donc, j'ai pas pensé, tiens, la France évolue vers sa perfection, ou l'Europe évolue vers sa perfection, ou l'Occident évolue vers sa perfection. C'était l'humanité dans son ensemble tout de suite. Voilà, j'étais baigné dans cette idée-là. Et donc, on en est à ce niveau-là. Alors, mais ce n'est qu'un moment de la dialectique qui fera de l'humanité la dernière étape
atteinte à travers des contradictions douloureuses, des guerres, avant de s'établir dans l'État universel. Donc, Hegel avait déjà l'idée de l'État universel. Et donc, l'État, c'était un moment de l'histoire, simplement. Donc, je retire ce que j'ai dit. Il avait déjà une vision universelle quand il parle de l'État universel. Mais peut-être je pense qu'il avait une vision universelle côté occidental. C'est ça. Maintenant, c'est fini. L'idée que c'est derrière l'Occident ou que c'est l'Occident qui traîne tout ça, non, c'est fini. Là, on voit bien, même si l'Occident résiste, essaye encore d'avoir l'hégémonie, on le voit avec la guerre actuelle en Ukraine, c'est juste le dernier sursaut de l'Occident qui veut garder son hégémonie, qui veut être le leader de cette évolution. Et maintenant, voilà, il va falloir vraiment partager le pouvoir, partager le leadership, et au niveau mondial, que tout le monde, et parce que tout le monde le réclame. L'Afrique réclame d'être des partenaires à part égale avec les grandes puissances. L'Asie de la même manière, l'Amérique latine de la même manière, etc. Donc c'est fini cette vision hégémonique. Voilà, ça a été important. Il a fait l'évolution à l'aide des d'un dominant, d'un système dominant impérialiste, où voilà l'empire perse, l'empire égyptien, l'empire hébreu, l'empire grec, l'empire romain, l'empire chinois, l'empire... Ça a été des moments importants, puisque c'était des moments fédérateurs. Quand ils partaient, alors on ne savait pas le faire de façon pacifiste, c'est tout. Il faut pas, on doit critiquer tout ça pour nous, pour pouvoir dire maintenant on ne doit plus évoluer comme ça, que ça nous serve juste de leçon. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement, nos frères humains qui ont commencé, qui ont fait ça. Voilà, nos ancêtres qui sont allés à la rencontre les uns des autres à travers la violence, à travers la domination, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Donc il y a la bienveillance et de rigueur pour l'histoire, mais sans s'éviter de juger. Là, il va falloir que l'Occident se juge dans la colonisation, se juge dans l'esclavage, se juge dans sa rencontre avec l'Amérique, se juge dans son comportement avec l'Asie, etc., etc. Donc c'est clair et net, mais il faudra qu'il y ait de la bienveillance derrière qui vienne. Et c'est pourquoi je préconise à l'Occident de le faire d'elle-même, qu'il ne soit pas obligé par le reste du monde qui l'exige. Si l'Occident était intelligent, et c'est là où l'Occident n'est pas intelligent, il n'est pas, les dominants intelligents, ils ont l'intelligence du QI, mais pas du QE, pas l'intelligence émotionnelle, pas l'intelligence basique des relations humaines. Alors oui, pour l'adaptation, on est très très bien adapté, là il n'y a aucun problème, mais c'est une intelligence qui n'est pas, à laquelle n'aborde pas la fraternité. Le partage, l'idée d'égalité, l'idée d'évolution horizontale. Non, il faut être le dominant, on a gardé cette idée en fait de l'esclavagiste, du colonialiste, du néocolonialiste, etc. Voilà, on est encore dans cette mentalité, les dominants occidentaux, parce que les peuples occidentaux sont aussi dominés par ces dominants-là. Donc, ils sont aptes déjà ils ont une conscience beaucoup plus
Flynn, d'ailleurs, c'est ce que dit Hegel, l'esclave est bien plus évolué que son maître en réalité. Parce que le maître, il est obligé d'être dans la rigueur et dans la paranoïa et la peur de l'autre. Enfin, il est dans... Voilà, il a pas de souplesse mentale en réalité. Euh, voilà, et donc, il... et- bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, alors, Hegel illustre ce type de processus conflictuel en montrant que la Révolution française, qui tendait à l'universalisme, a buté sur les nationalismes qu'elle avait elle-même réveillés. C'est ça qui est incroyable. Mais parce qu'à l'époque, c'était voilà, le nationalisme était chaque nation a eu peur de cette révolution. Les dominants européens anglais, allemands, etc., italiens, ils voulaient pas. Ils ont eu peur de cette révolution. Ils voulaient pas être renversés. Les rois, les petits rois, les autres rois, ils voulaient pas être renversés. Enfin, en somme. Donc, ils sont partis dans le nationalisme par réaction. De, alors que la Révolution française voulait quelque chose d'universel, avait déjà amené l'idée de l'universel. Mais évidemment, la mentalité, la conscience humaine à l'époque n'était pas assez développée pour pouvoir penser l'universel. Mais le jeu des contradictions conduira à la construction de l'humanité, justement. Voilà. Dès lors, le départ était donné. Oh, qu'est-ce que j'aime sa façon d'écrire. Voilà. Et je rends hommage constamment à ces écrivains, René Jean Dupuy, c'est un juriste, mais un philosophe aussi, à ces gens qui ont mis à la portée de tout le monde euh, l'histoire, la philosophie, la science, tous ces grands vulgarisateurs, les Yves Coppens, qui ont éclairé, ouvert l'esprit, et il y en a des centaines et des milliers de ces qui sont la plupart du temps pas connus, qui connaissaient René Jean Dupuy. Je suis tellement content de lui rendre hommage. Voilà. Et c'est ça, voilà. Donc, dès lors, le départ était donné, l'humanité serait au bout du chemin. Et c'est ce que je pense, mais c'est incroyable. C'est exact. Je découvre en même temps que je lis là. Voie idéaliste pour Hegel, matérialiste pour Marx, qui décline d'Hegel. Voilà, voie. Et en fait, c'est les deux, mon général. La voie idéaliste, l'apothéose de l'esprit, l'apothéose, mais pas de l'esprit intellectuel, intelligent du QI, l'apothéose de l'esprit spirituel à travers l'extase. C'est là où nous allons. C'est ce que nous construisons. Et matérialiste pour Marx, parce que le monde devra être voilà, parfaitement, techniquement réalisé, qu'il n'y ait plus la domination des maîtres sur les esclaves, des patrons sur les ouvriers, etc. C'est ce que voulait dépasser Marx. Donc, techniquement, lui, il s'est intéressé au côté technique de Hegel. Et il y a ceux qui s'intéressaient au côté spirituel de Hegel. Voilà, Hegel a donné deux branches dans sa pensée de l'évolution de l'humanité vers l'esprit supérieur. Et Marx en occupe une. Alors Marx, elle s'ouvre, voie idéaliste pour Hegel, matérialiste pour Marx, elle s'ouvre à coups d'affirmations dont l'apparence scientifique dispense de la démonstration. Dans sa hargne à dénoncer l'aliénation religieuse, Feuerbach voulait substituer l'amour de l'humanité à l'amour de Dieu. Voilà, et encore, on était dans les oppositions, dans les violences, et c'est là où l'esprit, il n'était pas assez souple pour comprendre que le religieux apportait aussi sa part, et que c'était
c'était quelque chose d'universel qu'il fallait prendre. Il fallait prendre un peu du religieux, il fallait prendre le meilleur du religieux, le meilleur du matérialisme, le meilleur de l'idéalisme, le meilleur, etc. Et travailler de concert. C'est ce que je préconise sur la mécanique universelle, de passer du libéralisme au symbiotisme, c'est-à-dire le meilleur de chaque idéologie, le meilleur du religieux, le meilleur du libéralisme, le meilleur du communisme, le meilleur de l'anarchisme, etc. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que l'humanité fera, quoi qu'il arrive. Donc je vous renvoie, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet, politique justement, où je fais des propositions politiques dans ce sens-là. Alors Feuerbach, etc., donc il voulait substituer l'amour de l'humanité, ce qui était tout à fait généreux, mais en fait c'était ça se mettait en, ça révoltait forcément le spirituel. Tout ce qui était du côté du religieux était révolté. C'est l'échec d'ailleurs du communisme en URSS, le fait de vouloir tuer le religieux c'est constitué un ennemi. Il s'est constitué un ennemi. Voilà. Et c'est cet ennemi qui l'a fait tomber d'ailleurs, en grande partie. Donc, c'est pas la meilleure façon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu dans l'extrême gauche, là, actuellement. C'est aberrant, quoi, d'être aussi stupide, faut le dire, de vouloir écarter certains, écarter les autres. Ça me rappelle à un certain moment. Voilà, cette radicalité qui veut non, on ne veut pas de celui-là, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça, c'est complètement primaire quoi, comme réaction. Alors qu'il y a des idées généreuses derrière cette extrême gauche, mais comme dans toutes les idéologies, mais voilà l'échec de ces pensées-là. Ça, c'est dommage, mais bon, c'est le mauvais principe des dominants primaires, des dominants. Voilà, quand c'est les dominants issus du peuple euh, qui montent, mais qui sont les plus primaires, comme Staline, etc. Voilà. Si Staline avait fait la révolution et puis dit bon ben maintenant on va laisser monter les meilleurs, les plus instruits, voilà les meilleurs, les plus ouverts, les plus eh ben très certainement que le le communisme ne serait peut-être pas arrivé à cet échec, en fait. Voilà. Et c'est pourquoi la démocratie, elle est vraiment intéressante, parce que c'est les meilleurs, c'est les meilleurs, c'est l'élite de la nation qui monte, mais c'est pas l'élite des ouvriers. Si c'est l'élite des ouvriers, ça marche pas. Voilà, l'élite des ouvriers, la dictature du prolétariat, ça peut pas fonctionner. On tombe sur des fous furieux. Bien souvent, c'est les plus méchants de ceux-là qui montent. Donc c'est pas et voilà, c'est un caporal chez Hitler qui arrive en tête de liste. C'est un abruti en Italie avec Mussolini qui arrive en haut. C'est un violent chez Staline, etc. Et qui prend le pouvoir. Et ça, le pouvoir ne doit pas aller là-dedans. Il doit aller à l'élite la plus haute, mais pour faire la politique du peuple. Il faut que ça soit des élites qui soient le plus démocratiques possible, qui aient une vraie conscience de la démocratie. Voilà, ben, je vais arrêter là pour cette vidéo qui fait déjà à moins ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a derrière? On en est où? Ouais, c'est trop loin là. Il faut faire ça en deux vidéos. Donc on va arrêter là et je vous dis à la prochaine, mes chers amis.